Bien, si vous voulez, on va commencer. Juste quelques mots d'introduction. Les trois listes, on a discuté de la possibilité d'organiser cette réunion qui nous paraissait importante. Ce qui nous paraissait aussi important, c'est qu'une personne neutre vous fasse la présentation de manière à ce qu'il n'y ait aucune discussion possible. Et donc, je pense que vous connaissez tous Jean-Louis Roux, qui a beaucoup d'expérience d'élu, vu qu'il a été élu pendant 25 ans, c'était ça. Il a été pendant 2 mandats élu maire, alors pas à Avréa, c'était dans l'année voilà. Et il ne vote pas à Avréa aujourd'hui, donc on peut considérer qu'il est vraiment neutre. Je ne vais pas vous en dire plus. L'idée, c'est de vous présenter, sans doute en 30 minutes, 35 minutes, toutes les facettes de ce nouveau mode de scrutin, et ensuite on répondra à vos questions. Si on n'est pas capable de répondre à vos questions, on prendra note et on se référera au bureau des élections à Saint-Denis pour être en mesure de vous apporter la bonne réponse. Voilà, Jean-Louis. Merci Olivier. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Donc, je vais vous commenter une présentation qui a donc pour projet de vous expliquer un petit peu le nouveau mode de scrutin depuis la réforme. Et puis, on donnera bien sûr des exemples qui s'appliquent directement à la commune de Brest. Voilà, donc je vais vous présenter d'abord, on va faire un rappel très rapide sur le calendrier électoral. On verra ce qu'on appelle le nombre de conseillers municipaux, enfin tout ce qui tourne autour du nombre de conseillers municipaux, et donc la formation des listes, listes réputées complètes, la parité, et enfin on fera un petit mot, enfin quelques diapos sur l'attribution des sièges, notamment la prime majoritaire, le système de proportionnel, un seul tour ou 2 tours, et le mode de calcul, et enfin la validité des bulletins, et puis entre les avant d'attaquer l'attribution des sièges, on fera une petite pause. Ça permettra d'intervenir sur au moins la première partie du diaporama. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc si jamais, donc si vous avez des questions qui vous interpellent, si vous pouvez attendre je ne sais plus quel diapo là, de la 12, là, un petit peu si vous avez des questions. Et puis à la fin, c'est pareil, on prendra des questions. Donc voilà, alors l'objet de cette rencontre, c'est de faire le point un petit peu sur la loi du 21 mai 2025 qui a donc institué un nouveau mode de scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants et donc qui a instauré donc, un nouveau mode de suffrage. L'objectif était de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité. Donc, nouveau mode de scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants, suffrage universel direct, c'est-à-dire que c'est le peuple qui va élire ses conseillers municipaux, c'est pas à l'inverse du maire, par exemple, qui est lui avec son conseil municipal ou les sénateurs, par exemple. Donc, suffrage universel direct, scrutin à liste paritaire proportionnelle, donc scrutin de liste, c'est-à-dire que vous allez voter pour une liste, on y reviendra après, et paritaire, homme, femme, femme, homme, et proportionnel. Donc, cette loi s'applique d'ores et déjà, donc elle s'applique à partir de maintenant sur cette première, depuis la loi, sur la première élection du nouveau conseil municipal. Alors, les enjeux. Donc, scrutin de liste, un mode de scrutin uniforme appliqué à toutes les communes de France. Toutes les communes maintenant sont soumises à ce système-là. Nous, ça concerne à peu près 25 000 communes de moins de 1000 habitants qui sont immédiatement concernées et pour lesquelles ça change beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes. La parité. Donc, la parité, vous connaissez le principe, femme, homme sur une liste, et inversement si on commence par un homme, on terminera dans cet ordre-là. Donc l'intérêt, c'est de renforcer la parité au niveau local, de promouvoir l'engagement des élus locaux et renforcer la cohésion dans les assemblées délibérantes.
Et enfin, grande nouveauté également, la prime majoritaire. La prime majoritaire, on en parlera tout à l'heure, on rentrera dans le détail, ça permet de faciliter l'exercice du mandat en garantissant une plus grande cohésion sur les objectifs poursuivis par l'équipe élue. Donc ça donne un peu plus de pouvoir, entre guillemets, au sein du conseil municipal. Donc, un bref retour sur le calendrier. Donc, les 4 premiers points sont déjà passés. La date du renouvellement, ça s'est fait. Les différentes listes ont déjà été déposées. Tout est fait. On en est en fait au dernier point, à la campagne électorale qui se terminera le 13 mars 2026. Alors, vous savez que les campagnes électorales sont régies par la loi. Donc, les panneaux d'affichage, vous en avez un à la salle polyvalente ici, un autre à la mairie, un autre place du bourg. L'ordre de passage, enfin l'ordre d'affichage est, comment dirais-je, est tiré au sort par les services de l'État. Donc, ça a été fait. Voilà. Ensuite, donc le premier tour aura lieu, ça ne vous a pas échappé, le dimanche 15 mars, c'était bien la semaine prochaine. Le bureau de vote pour Bréa, c'est ici, à la salle polyvalente. Il est ouvert de 8h à 18h. À 18h pile, la boîte est fermée, je dirais, on ne peut plus voter. D'accord? Donc, méfiez-vous de l'heure quand même. La procuration, donc toujours possible, la procuration jusqu'au dernier jour du scrutin. Mais attention, il y a des délais de transmission, puisque pour pouvoir déposer une procuration, vous pouvez soit aller en gendarmerie, dans un commissariat ou d'autres systèmes tels que la préfecture de police, les consulats, etc. Vous pouvez le faire également par téléprocédure, mais dans tout état de cause, vous serez obligé de passer par la gendarmerie pour faire valider votre procuration, sauf si vous avez un handicap majeur, en quel cas c'est la gendarmerie qui se déplacera. Ceci dit, si vous prenez la veille pour le lendemain, le temps que les procédures s'effectuent, ce sera trop tard pour arriver le jour J pour pouvoir voter. Et je vous en dirai un autre mot là, sur la procuration un peu plus tard. Donc le second tour, eh bien, suite au résultat du premier tour, si aucune liste n'a obtenu la majorité, les listes ayant reçu au moins 10% des suffrages exprimés pourront se présenter au deuxième tour. Alors, soit sans modification, on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire la liste telle qu'elle avait été présentée au premier tour, on la représente au deuxième tour de la même manière, soit avec des modifications ou des fusions, c'est-à-dire que leur composition, une liste peut intégrer des candidats qui étaient présents sur une autre liste au premier tour, d'accord, si tant est que cette liste a été obtenue au moins 5% des suffrages exprimés. Mais on ne peut pas rajouter quelqu'un qui viendrait comme ça spontanément se rajouter à une liste. Et donc, si ici se voyait 3 listes, donc s'il devait y avoir une fusion entre l'une ou l'autre des listes, entre toutes, eh bien, de toute façon, ça ne peut être que entre listes. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui vient se rapprocher au moment, ça c'est pas possible. Voilà. De toute manière, en cas de fusion de listes, l'alternance est toujours d'actualité, hein, alternance entre femmes et hommes, ou hommes et femmes. Suivant le calendrier est toujours électoral, donc la clôture des dépôts de candidature est fixée au 17 mars. La campagne électorale aura lieu jusqu'au 20 mars. Toujours pareil, le même panneau d'affichage ici à la salle polyvalente à la mairie de Beaubourg. L'élection municipale aura lieu le dimanche 22 mars. Mêmes horaires, 8h, 18h, salle polyvalente. Procuration, eh bien, c'est la même procédure, sauf que là, le délai est beaucoup plus étroit, beaucoup plus mince. Donc, il faut faire très attention. Si vous avez besoin, si vous n'avez pas fait, pour les personnes, vous connaissez les personnes autour de vous, qui n'ont pas fait de procuration pour les 2 tours, eh bien, qui doivent le refaire pour le deuxième tour, il faut les inviter, si tant est qu'il y a un deuxième tour, à le faire très rapidement pour éviter de se retrouver en délai. Enfin, en délai technique, parce que le délai est là, mais techniquement, c'est facile. Le nombre de conseillers municipaux. Donc, le nombre de conseillers municipaux,
d'un conseil municipal, une commune dépend de son nombre d'habitants. Ici, la commune compte 440 habitants, donc nous sommes dans la tranche de 100 à 499 habitants. Donc, il y aura 11 conseillers municipaux au conseil municipal au maximum, ce qui représente 2,5% de la population. Voilà. Alors, la formation des listes. Ça fait partie également de la réforme. Une liste, pour être réputée complète, elle compte jusqu'à 2 candidats de moins ou au plus 2 candidats supplémentaires. C'est-à-dire qu'ici, il y a 11 candidats sur le conseil municipal, je qualifierais l'idéal, ou théorique, mais sur la liste, bien sûr, la liste, on peut présenter 9 candidats sur cette liste-là, ou au plus 13 candidats. D'accord? Après, le résultat des élections, on pourra y revenir en dire deux mots sachant que de toute façon, le conseil municipal, c'est 11. Donc même s'il y a 13 candidats qui se présentent sur une liste, en admettant que tout le monde soit, enfin que la liste soit élue entièrement, il est rare. Et bien, de toute façon, il n'y en aura pas. Hein. Il y en aura pas 13. Ce serait dans ce cas-là les 11 premiers. Donc, alternance homme-femme. Ici, nous sommes dans le cas de droite, puisque les 3 listes qui se sont portées candidates sur Bréa commencent toutes par un homme. Donc, homme-femme, et ainsi de suite. Cette parité, maintenant, elle est utilisée dans quasiment toutes les élections nationales françaises. Communes, quelle que soit leur strate, communauté de communes, et ainsi de suite. Donc voilà, en résumé, donc, de cette loi, je rappelle, suffrage universel direct par 1 ou 2 tours, scrutin de liste, on y reviendra tout à l'heure, ça veut dire pas de panachage, ni de candidat rayé, et ainsi de suite, ça c'est très très important. Liste paritaire, femmes, hommes et inversement. Liste composée de 9 à 15 candidats. Aujourd'hui, les listes sont déposées, donc les futurs candidats en étaient informés. Le deuxième tour, s'il n'y a pas de majorité au premier tour, c'est-à-dire s'il n'y a pas une liste qui a obtenu au moins 50% des voix, auquel cas il y a un second tour. Et dans le deuxième tour, eh bien, les listes qui ont, pour faire partie du deuxième tour, les listes auront dû obtenir au moins 10% des voix. D'accord? Et pour pouvoir fusionner, il faudra avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés des voix. Ça va? Alors, si vous avez d'ores et déjà des questions sur la première phase, je ne sais pas si ça évoque des interrogations. On reviendra sur les détails des pièges dans lesquels ne pas tomber pour que son bulletin ne soit pas considéré comme oui. Alors j'ai une question. Une liste qui commence à 11, après fusion, elle peut passer à 13 ou elle reste à 11? Je pense alors c'est moi qui dis ça, je pense que la règle, elle est universelle, c'est de 9 à 13. Je pense. Donc si elle était à 11, si elle était à 11, bon, qu'elle passe à 13, ça ne me choquerait pas. Jusqu'à 13, ça ne me choquerait pas, non. J'ai pas vu, sur ce que j'ai consulté, moi, j'ai pas vu de quelque chose qui l'interdisait. Je ne sais pas si, messieurs, vous avez entendu. Oui, c'est ça, hein, c'est bien ça. Oui, voilà. Donc la fusion, en fait, permet beaucoup de choses. Hein. On peut rebattre totalement les cartes. Ce qui sur le principe bien, mais bon, entièrement tout le jeu, j'en doute. Oui, il y a d'autres. Oui, madame. Puisqu'on vote par liste, s'il y a 11 conseillers, on est 13, comment la deuxième des quoi? Alors, en admettant que la liste ait obtenu 95% des suffrages exprimés, ça sous-entendrait que les autres ne peuvent, il n'y aura pas de second tour et les autres n'ont pas de représentants. Ça veut dire que ce sont les 11 premiers qui sont pris. De la même manière, dans le cas inverse, s'il n'y avait eu que 9 personnes à se présenter, si la liste obtient 10 places,
eh bien, il y a une place qui sera inoccupée, qui restera vacante, qui ne sera pas prise par une autre liste. On verra ça tout à l'heure. Ça va? J'ai répondu à votre question. Y a-t-il d'autres interrogations? Non? Bien, écoutez, de toute façon, on va toujours échanger par la suite. Donc, on va continuer avec l'attribution des sièges. Alors, c'est ce qu'on appelle donc la prime majoritaire et proportionnelle. Alors ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier. Donc, les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes de candidats en fonction du nombre de voix obtenues par chacune. Ça, on s'imagine bien, avec une prime donnée à la liste arrivée en tête. Alors ça, c'est fondamental. La liste qui arrive en tête, elle obtient une prime qui lui permet, en fait, tout calcul fait, d'avoir sa majorité d'emblée dans son conseil municipal. Ce qui n'empêche pas d'avoir d'autres personnes qui soient élues dans la liste. Mais c'est l'objet de cette réforme. Alors, au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue, c'est-à-dire par rapport au suffrage exprimé, ce sont donc tous les bulletins qui sont rentrés dans l'urne et qui ne sont ni nuls ni blancs. Donc, une fois que le calcul est fait, il y a le nombre de suffrages qui sont tombés dans la boîte, en quelque sorte, dans l'urne. On exclut donc tous les bulletins blancs et les bulletins nuls, ça donne le nombre de suffrages exprimés. D'accord? Je pense que c'est clair pour tout le monde, mais un rappel. Donc, si une liste obtient au moins 50% des sièges, des suffrages exprimés, pardon, eh bien, elle obtient la prime majoritaire. Les autres sièges sont répartis entre les listes, alors, non seulement entre les listes restantes, mais entre toutes les listes, à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne en fonction du nombre de suffrages qu'elles ont obtenus. On verra ça après dans le détail. Somme toute, c'est un petit peu, à premier abord, un petit peu compliqué. C'est mécanique, hein. C'est mathématique et mécanique, et c'est vrai que ça répond bien à la nécessité de proportionnalité qui est voulue par la loi. Donc, au second tour, la prime majoritaire sera attribuée à la liste arrivée en tête et les sièges restants à la proportionnelle. Alors, première chose, premier tour, uniquement si une liste, quelle qu'elle soit, a la majorité. D'accord? Deuxième tour, si aucune liste a la majorité. Dans les deux cas, la répartition des sièges s'effectue avec la prime majoritaire pour celle qui est arrivée en tête, et après, il y a un calcul pour la proportionnelle. Sachant que, je le dis tout de suite, entre le premier et le deuxième tour, au deuxième tour, on ne tient pas compte des résultats du premier tour. Une fois que les listes ont été déclarées aptes à se présenter au deuxième tour et qu'elles ont présenté leur liste avec ou sans fusion, peu importe, on ne tient pas compte des résultats qui ont été obtenus au premier tour. C'est clair pour tout le monde comprend bien le processus. D'accord. Donc, prime majoritaire, la liste qui obtient donc la prime majoritaire, eh bien, obtient la moitié des voix plus une. C'est-à-dire ici, il y a 11 sièges, pas la moitié des voix, la moitié des sièges, pardon. Ici, il y a 11 sièges, la moitié 5,5, arrondi à l'unité supérieure, c'est-à-dire 6. D'emblée, la prime majoritaire permettra à la liste qui a été élue au premier ou au second tour, en fait, d'obtenir déjà une majorité au sein de son conseil municipal. Les autres listes, les autres sièges, c'est-à-dire les 5 restants, eh bien, sont partagés en fonction du résultat en fait, de chaque liste, hein, avec une formule qui permet de respecter la proportionnalité. Voilà. Toujours pareil, je rappelle, le second tour est ouvert aux listes qui ont plus de 10%, et celles qui n'ont pas obtenu 5% des suffrages, eh bien, elles ne peuvent pas fusionner et elles n'auront pas de siège de toute façon. Quelque part, elles sont disqualifiées. Donc, pour synthétiser tout ça,
Premier tour, si une liste obtient une majorité absolue, donc on a un seul tour, les sièges attribués selon le résultat donc du premier tour, 6 sièges pour la prime majoritaire et 5 sièges qui seront répartis entre les listes qui se sont présentées. Donc ici, on peut imaginer, hein, la liste qui est arrivée au premier tour à 6 sièges et les 5 sièges seront répartis entre les 3 listes qui se sont présentées, si tant est qu'elles avaient suffisamment 5% de vote au premier tour. Voilà. Et donc le conseil municipal est ainsi renouvelé à 11. Donc vous avez un petit schéma là, qui synthétise tout ça. Hein. Les 5 sièges restants sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre la liste A et la liste B. Là, c'est un exemple fait sur 2 listes uniquement. C'est une diapo qui est sortie du ministère. Et donc, si elles ont obtenu, bien sûr, 5% des suffrages exprimés. S'il y a un second tour, même règle de répartition au premier tour, prime majoritaire pour la liste arrivée en tête, représentation proportionnelle pour les autres sièges. Donc, les listes ayant plus de 10% des suffrages maintenus, eh bien, sont au deuxième tour. La liste ayant plus de 5%, la liste ayant plus de 5% peuvent rejoindre une liste maintenue par le système de la fusion. D'accord? Et donc, les sièges attribués selon le résultat, 6 sièges à la prime majoritaire pour la liste qui arrivera en tête, et les 5 sièges sont répartis entre les listes du deuxième tour à la proportionnelle. Et ainsi, le conseil municipal est renouvelé. En fait, c'est le même procédé qu'au premier tour. Sauf qu'au premier tour, c'est bien sûr la liste majoritaire qui donc là, vous avez la diapo qui résume tout cela. Voilà, on va voir maintenant l'attribution des sièges et notamment le mode de calcul qui peut paraître barbare, mais en fait qui fonctionne très bien. Donc la prime majoritaire, je l'ai dit, c'est le nombre de sièges divisé par 2, arrondi au chiffre supérieur, c'est-à-dire ici nous sommes à 5 et à 6. Le quotient électoral, donc le mode de calcul qui permet de déterminer le nombre de sièges restants, de répartir le nombre de sièges restants, est basé sur le quotient électoral. Ce mode de calcul permet de déterminer combien de fois la liste a atteint ce quotient électoral et de leur attribuer un siège à chaque fois que le quotient électoral est dépassé. C'est-à-dire, c'est quoi le quotient électoral? Eh bien, c'est le nombre de suffrages exprimés utiles, je reviendrai sur le terme utile, sur le nombre de sièges restant attribués. Donc ici, on peut imaginer, il y a un certain nombre de sièges exprimés utiles, imaginons que je prends 380, et puis il reste 5 sièges à attribuer, donc ça va donner, vous faites le quotient, et ça vous donnera ce qu'ils appellent le quotient électoral. À partir du moment où ce quotient électoral est établi, la répartition pour chaque liste, qui a obtenu bien sûr au moins 10% des suffrages, eh bien, c'est le nombre de suffrages de la liste qu'elle a obtenu, elle, divisé par ce quotient électoral. Cette fois-là, c'est arrondi au chiffre inférieur. Donc, une fois que les élections sont terminées, le quotient électoral est déterminé, et il y a un rapport qui est fait entre le quotient, le nombre de suffrages de chaque liste qui étaient présentes au deuxième tour, divisé par ce quotient électoral qui donnera un chiffre. Et ce chiffre arrondi arrondi inférieur, eh bien, donnera le nombre de conseillers municipaux qui sera affecté à cette liste. C'est-à-dire que si vous avez la liste A, B, C, eh bien, la liste A, la liste B, la liste C, avec qu'elles aient eu suffisamment de pourcentage dès le premier tour, eh bien, obtiendront, grâce à cette formule, 1, 2 ou pas de siège sur les 5 sièges qui sont disponibles, affectés. Et enfin, s'il reste un siège, ce qui n'est pas exclu, peu probable, mais mathématiquement, ce n'est pas exclu, eh bien, à ce moment-là, l'attribution du dernier siège se fait à la plus forte moyenne. Donc là, c'est le nombre de suffrages de la liste divisé par le nombre obtenu à la proportionnelle plus 1.
Voilà. Et ça permet de ce résultat d'affecter le dernier, celui qui aura la meilleure moyenne. Voilà. Alors, je reviens sur un terme. Nombre de suffrages exprimés utiles. Je vous dis tout à l'heure qu'une liste qui avait qui n'avait pas au moins 5% des voix était donc, entre guillemets, disqualifiée. Elle ne pouvait pas se présenter au deuxième tour. Le nombre de voix qu'elle représente, qu'elle a obtenu au premier tour, eh bien, sont retranchés du nombre de suffrages exprimés. D'accord? Le suffrage exprimé, peut-être que je voulais expliquer tout à l'heure, le nombre de votants moins les nuls et les blancs, on enlèvera les N voix qui étaient sur cette liste qui n'obtient pas de siège. Ça, c'est pour respecter la proportionnalité. Voilà. Alors bon, les calculs sont faits a posteriori. Les services de l'État ont préparé des systèmes pour le faire, des petits tableaux, des systèmes automatiques pour le faire. Avez-vous des questions par rapport à ça? C'est malgré tout un peu... On n'était pas habitué à ça, en fait. On n'était pas habitué à ça. Ça vous laisse quoi? Bon, ça marche, hein. J'ai fait plusieurs simulations, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et c'est vrai que ça respecte l'idée de la loi quand même de donner, c'est ça en fait, au-delà de la parité, c'est quand même donner des pouvoirs en fait, à un conseil municipal qui démarre pour mettre en place ses projets et puis respecter une forme de proportionnalité. Donc c'est bon. Voilà, ça fonctionne. Après, sur le terrain, on verra bien. Mais il n'y a pas de raison, ça ne peut pas être pire qu'un autre. Dans certains cas, en tout cas. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à ça? Donc, je rappelle, premier ou second tour, le calcul reste le même, si ce n'est qu'il y a un calcul qui peut être fait à la fin du premier tour. Si ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de valeur de majorité absolue, c'est le même procédé sur le second tour. Même règle pour le second tour. Pas de questions? Eh bien, écoutez, on va donc maintenant synthétiser un petit peu tout ce qu'on a vu, notamment, alors un point crucial. Alors ça, c'est crucial, ça faut vraiment, c'est sûrement l'essentiel, parce que c'est là où vous allez pouvoir, au-delà de comprendre, éviter que votre suffrage ne soit pas valable. Et vous pouvez le faire savoir autour de vous. Hein. Donc, le nombre de votants, bon, c'est le nombre de bulletins total, d'accord? Les suffrages exprimés, c'est ce que je vous ai dit. C'est le nombre de votants moins les blancs et les nuls. Les bulletins blancs et les nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages. C'est très, très important. Attention, donc, je ne peux plus ajouter un ou plusieurs noms. C'est-à-dire, je ne peux pas, en aucun cas, je ne peux modifier la liste qui a été présente. On avait l'habitude, dans les petites communes, de rayer, voire d'ajouter un nom, ce qui, au niveau comptabilité, c'est pas toujours ça, enfin beaucoup au-delà de ça. Là, à partir du moment où vous faites quelque annotation que ce soit sur votre bulletin, il est nul. Et donc, il ne rentre pas dans les suffrages exprimés. C'est pas parce que vous allez mettre votre bulletin pour une liste entière que toute la liste sera élue. Le système ne fonctionne pas comme ça, je pense que vous l'avez bien compris. La liste qui peut composer 13 personnes à l'issue des votes. Ce n'est pas les 11 premières personnes qui seront systématiquement élues si la liste l'emporte. Elle aura la majorité, mais à moins d'en avoir plus de 95% des suffrages exprimés, ce qui me paraît difficile. Peut-être en Russie, mais pas ici. Donc, ça va être compliqué. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas, si la liste, ce sera logique que toute la liste ne soit pas forcément là au conseil municipal, même si elle a obtenu la majorité. Par contre, si vous avez rayé une personne, votre bulletin, vous aurez voté, votre bulletin ne rentrera pas en compte dans les calculs. Il sera considéré comme nul. Très important. Donc, je ne peux pas modifier l'ordre dans la liste,
c'est pareil, avec la liste. Donc, si un candidat a une liste à 2 élus, ça va être les 2 premiers de la liste. S'il en a 4, c'est les 4 premiers, et ainsi de suite. Hein. Donc, si vous vous dites, maintenant, je préférais que ça soit Madame Telle avant Madame Telle, si vous faites ça, votre bulletin est considéré comme nul. Donc, je ne peux pas rayer, je ne peux rien faire sur mon bulletin. Le bulletin doit être inséré comme ça, tel que. Et vous ne pouvez pas prendre un autre, enfin, vous ne pouvez pas. Il faut que le bulletin que vous allez insérer soit strictement celui qui était prévu réglementairement pour le vote. Pas de couleur, enfin, il y a tout un tas de critères, en fait, qui sont mis à disposition des citoyens, donc il n'y a pas de problème. Il ne faut pas s'amuser à faire son bulletin soi-même, ça peut engager des gros soucis. Donc, un petit rappel, donc pas de matériel interdit, alternance stricte, femmes, hommes et inversement. Donc, les listes de candidats sont paritaires, composées de 9 à 13 noms. Les électeurs utilisent un seul bulletin, sans mention ni rayure. Sachez malgré tout que les personnes qui mettent 2 bulletins de la même liste, j'entends bien de la même liste, dans une enveloppe, ça ne comptera pas. Mais ça comptera. Par contre, si vous mettez un bulletin A, un bulletin B, un bulletin C, ça comptera, non seulement ça ne comptera rien pour chacune des 3 listes, mais en plus, le bulletin sera considéré comme nul. Il n'est donc plus possible d'ajouter, de relier des noms, de modifier l'ordre de la liste sur le bulletin de vote. Vous votez en faveur d'une liste que vous ne pouvez pas modifier. Les bulletins de vote obéissent à de nouvelles règles de votation et d'égalité. Si vous ajoutez ou reliez un ou plusieurs noms, ou que vous modifiez l'ordre de la liste, votre bulletin de vote ne sera pas valable. Il y a énormément de l'État a mis en place des diaporamas comme ça et il répète beaucoup de ça parce que c'est vrai que c'est une habitude dans notre petit bourg de comment dirais-je, de travailler comme ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions et que je peux y répondre, ce sera avec plaisir. J'en ai terminé. Je vais simplement quand même dire que le diaporama a été préparé par les services administratifs de la mairie en s'inspirant de ce que la préfecture de Côte-d'Armor avait mis sur son site, le site des services publics, la fiche technique numéro 7 du Conseil départemental de Haute-Garonne que je vous invite à la regarder si vous plaît, qui est très intéressant, et puis le site du Centre national d'information qui a donc édité un module spécifique pour les élections municipales 2026. Merci à Florent d'avoir préparé ce diapo. Voilà, moi j'en ai terminé. Je voulais rappeler que, si je l'ai dit, si jamais une liste qui n'est pas entière au deuxième tour obtient 10 voix alors qu'il n'y a que 9 conseillers dessus, eh bien, les autres sièges seront vacants. Voilà. C'est important. La procuration, donc je vous rappelle, la procuration, il faut donc remplir un formulaire que vous pouvez télécharger. Ça permet de gagner du temps quand vous arrivez à la gendarmerie. Vous le déposez à la gendarmerie, commissariat de police, tribunal d'instance ou autre. Vous pouvez le faire en théorie le jour du vote, mais ça, n'y croyez pas, parce qu'il y a un délai de transmission, somme toute importante. Si on regarde à la poste, même sur le continent, c'est pas mieux. Franchement, c'est pas mieux. Donc, si vous avez besoin, ou autour de vous, vous entendez quelqu'un qui a besoin d'effectuer une procuration, dites-lui bien à cette personne-là de s'y prendre suffisamment tôt pour que son vote soit pris en compte. Sachez également que si vous avez donné procuration à quelqu'un parce que vous avez imaginé être absent le jour du vote et que vous tenez absolument à ce que votre participation soit faite, mais que pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas parti, si vous venez voter, et la personne qui a procuration, si vous n'avez pas le temps de lui prévenir, ne dérange pas, elle ne pourra pas voter. Par contre, si elle a déjà voté à votre place, vous ne pourrez pas voter 2 fois.
Ça, c'est pas bien. Essayez. Essayez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Le diaporama a été suffisamment clair, je pense. Bien, alors je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bah, je vous en prie. C'est toujours un plaisir de rendre service à Brian. Et puis, ma foi,